L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour à toutes et à tous, bonjour l'IAE et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE de Poitiers. Et aujourd'hui, nous vous accueillons pour une émission spéciale, une émission en direct et en public. Et donc pour cette émission, le format change, puisque nous vous proposons un seul thème, l'économie sociale et solidaire, pensée humain plutôt que capital. Et donc pour parler de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants, dont Angèle Zinsner, qui est étudiante en Master 2 Intelligence économique et communication stratégique, et également chargée d'études à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Angèle. Bonjour. Et j'accueille également Stéphane Mottet, qui est maître de conférences en économie à l'IAE de Poitiers. Bonjour. Bonsoir. Et enfin, Nicolas Leclerc, le directeur d'Equitour, une agence de voyage solidaire. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va s'intéresser à la question qui nous brûle tous les lèvres. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Et là, je vais demander à Angèle de dégager un peu le champ de l'économie sociale et solidaire pour qu'on puisse comprendre ensemble ce que c'est. Donc, l'économie sociale et solidaire, donc autrement dit l'ESS, c'est un modèle économique à part entière. On l'appelle aussi le tiers secteur. Et donc, à la base, ce sont des groupements de personnes, et non pas de capitaux, mais bien des personnes qui se sont réunies pour répondre collectivement à des besoins sociaux. Et donc, de ces groupements de personnes, des organisations et des entreprises sont nés et se sont fédérés autour d'un certain nombre de principes, autour de l'intérêt collectif de leurs membres, de l'intérêt général et sociétal qu'elles servent. Et donc, historiquement, l'ESS, c'est 4 familles, qui sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations, comme la Fondation Poitiers Université, par exemple. Et donc leur fonctionnement repose sur un certain nombre de valeurs et de principes, comme le fait que la gouvernance soit participative et que l'homme soit placé au cœur de l'économie, le fait que les investissements soient solidaires et que l'adhésion soit libre. Et donc ces principes sont justement les dénominateurs communs aux différents acteurs très hétérogènes au sein de l'ESS. Merci Angèle. Mais finalement, est-ce que cette économie sociale et solidaire, ça peut concerner toutes les entreprises et tous les domaines ? Peut-être est-ce que vous, Monsieur Leclerc, qui faites partie du secteur du tourisme, vous pourrez nous éclairer sur ce sujet ? Je vais essayer. Effectivement, nous, on est une association de tourisme, donc dans le secteur du tourisme, c'est pas forcément le modèle économique le plus commun et le plus évident. En l'occurrence, nous, on est issu d'une longue histoire associative. En fait, on est la continuation d'une association qui s'appelait Tourisme et Travail et qui faisait en sorte de faire partir les travailleurs des années 50, 60, 70 jusqu'aux années 83 en vacances. Voilà. Et donc nous, on s'attache à essayer de faire partir des gens donc en vacances, donc avec des dispositifs d'aide au départ. On travaille aussi beaucoup avec les comités d'entreprise qui allouent également des aides au départ pour les salariés de ces boîtes. Donc voilà, nous on a fait le choix de ce modèle parce qu'on a une gouvernance justement de société de personnes. Ça permet à nos adhérents, on appelle partenaires aussi. Des fois on dérape, on dit clients, bon, ça arrive. De pouvoir intégrer la construction du projet associatif, si vous voulez, et donc de l'orienter vers leurs besoins. Donc nous, c'est un modèle qu'on trouvait pertinent par rapport à notre structuration. En l'occurrence, dans le tourisme, l'essentiel des modèles, c'est des SARL classiques, où ils proposent des voyages en Croatie, une semaine en tout compris, ou à Djerba, etc. Ça peut nous arriver, ceci dit, ça nous arrive encore malheureusement d'en proposer parce qu'on répond aussi à des demandes et à des besoins spécifiques, et on a des adhérents qui nous demandent une semaine à Djerba, donc on répond. En général, on passe pas parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Mais bon, ceci dit, pour revenir à la question et par rapport au domaine d'activité, je vois aucune exclusion à ce que ça concerne tous les champs d'activité, que ce soit économique, même pur et dur. Hein. Enfin, on a plein d'entreprises du bâtiment, des entreprises agricoles qui sont dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Merci Monsieur Leclerc. Justement, à ce sujet, on a une petite question, puisque l'IAE de Poitiers forme des étudiants si bien en comptabilité, en finance, en gestion, en management, en communication ou encore en marketing. Et est-ce qu'on peut considérer que l'ensemble des étudiants, finalement, peut être intégré au concept d'économie sociale et solidaire ? Complètement. Enfin, ça regroupe des champs de compétences divers et variés, comme vous l'avez évoqué, la gestion, le marketing. Moi, j'ai fait un IUT GEA à Poitiers, donc gestion d'entreprise et d'administration. Et ces compétences-là me servent quotidiennement
dans le cadre de mon activité professionnelle, mais c'est pas parce qu'on a une structuration associative ou coopérative ou mutualiste qu'on n'a pas après des domaines de compétences qu'on peut apprendre dans n'importe quel organisme de formation quel qu'il soit, que ce soit l'université, que ce soit en école de commerce. Il y en a qui sortent d'école de commerce et qui vont développer leur activité dans le champ de l'ESS ou intégrer des entreprises de l'ESS. Donc ça concerne tous les domaines de compétences, à mon sens. Et vous, par exemple, Monsieur Mottet, vous formez des étudiants en finance. Est-ce que eux aussi sont concernés, comme pouvait le dire Monsieur Leclerc ? Oui, par exemple. Enfin, surtout en Poitou-Charentes, comme vous le savez, il y a quelques sociétés d'assurance mutuelle qui sont assez connues et assez importantes en taille, dont le premier assureur de France. Et effectivement, nos étudiants en finance, ils travaillent dans des banques, qu'elles soient coopératives ou pas, puisque les besoins sont un peu les mêmes. On a beaucoup d'apprentis, par exemple, qui font leur apprentissage, soit dans des banques coopératives ou des sociétés d'assurance mutualiste. L'année dernière, par exemple, on avait un qui avait travaillé dans une société d'assurance mutuelle à Niort sur les questions d'investissement dans les fonds éthiques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'investir de manière éthique. Et c'était vraiment une question de fond, c'est-à-dire un croisement entre la finance, l'économie et puis justement les valeurs, voire même la morale. Et donc ces questions-là, on se les pose aussi. Évidemment, il faut avoir des bons fondamentaux en finance pour pouvoir y répondre. Très bien, merci. Mais finalement, on a un petit peu l'impression que l'économie sociale et solidaire, elle est actuellement en pleine expansion. Mais ça existe en fait depuis combien de temps ? C'est difficile de dater le début de l'économie sociale et solidaire. Il y a probablement peut-être deux époques fortes où on voit émerger l'économie sociale et solidaire. Un premier temps au XIXe siècle, où on commence à voir émerger des coopératives agricoles. 1830, 1850, des coopératives agricoles, même un petit peu des embryons d'assureurs mutualistes. Voir les banques coopératives commencent à émerger, même si c'est pas vraiment des banques coopératives. Et puis le deuxième temps, c'est au XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, où là il y a un vrai essor au niveau dans le secteur financier que je connais un peu partout. Ça se structure un peu plus. Les coopératives agricoles se développent énormément. Les sociétés d'assurance mutuelle connaissent un boom énorme à partir des années 25-30 pour plein de raisons, qui sont aussi des raisons du contexte politique, économique, qui favorisaient ce développement. Et donc il y a vraiment eu un essor assez important. Et puis ça continue toujours. Enfin, je veux dire, on parle toujours de l'expansion du secteur mutualiste, mais il existe depuis 200 ans et puis il est pas menacé. Donc c'est une question qu'on a l'impression que c'est à la mode en ce moment, mais c'était déjà à la mode il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Très bien, je vous remercie. Est-ce que, Angèle, tu aurais peut-être un petit complément sur cette notion d'existence de l'économie sociale et solidaire ? Je peux peut-être ajouter qu'au-delà du fait qu'on peut, en tant qu'étudiant, y être confronté à l'économie sociale et solidaire dans nos métiers ou dans nos futurs emplois, on y est confronté tous les jours et sans même parfois le savoir. Lorsqu'on adhère à un club de sport, par exemple, ou lorsqu'on se rend dans une épicerie solidaire, lorsqu'on souscrit à une mutuelle de santé, ce genre de choses. Et en fait, après, professionnellement parlant, on peut être guidé par des aspirations différentes que celles véhiculées par le monde économique dominant, et donc on peut être amené à travailler dans une structure relevant de l'ESS. C'est un choix personnel et professionnel. Merci tous les trois d'avoir éclairci le sujet que nous traitons. Nous vous proposons une petite pause musicale avant d'aborder la seconde partie de notre émission. Nous voilà de retour pour cette deuxième partie de l'émission.
Alors, on va maintenant rentrer un peu plus dans le sujet. Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'est que, justement, vous avez parlé que l'économie sociale et solidaire existe depuis quand même de nombreuses années. Et pourtant, on a vu qu'un nouveau projet de loi, un tout nouveau projet de loi depuis novembre 2013 est apparu au gouvernement. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que ça apparaisse que maintenant et en quoi ce projet de loi consiste ? Alors sur le pourquoi, c'est un petit peu compliqué. Qu'on s'intéresse à l'économie sociale et solidaire, c'est normal. Je veux dire, vous regardez les chiffres, on estime qu'en moyenne 9 à 10% des emplois sont liés à l'économie sociale et solidaire et qui contribuent au PIB à peu près à hauteur de 7%. Donc c'est quand même quelque chose qui compte un peu. C'est pas le problème, mais la caractéristique de l'économie sociale et solidaire, c'est que d'un côté, comme l'a dit Angèle, d'un côté vous avez l'association sportive avec des bénévoles et puis ils organisent un match tous les dimanches, et puis de l'autre côté vous avez le Crédit Agricole qui est la 4e plus grosse banque du monde et qui gère 155 milliards d'euros d'actifs. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est un petit peu compliqué comme objet à analyser. Donc je suis pas sûr. Les besoins d'ailleurs en matière de réglementation sont pas les mêmes si vous êtes le Crédit Agricole que si vous êtes une association. Mais il y avait peut-être aussi des besoins de clarifier pour les structures les plus entre guillemets les plus petites, de clarifier ça. Pour les grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire, eux, leur problématique, c'est une problématique plus européenne. C'est des problèmes de régulation qui sont liés à vraiment, ils sont sur une autre dimension. Mais encore une fois, cette diversité de l'économie sociale et solidaire, ça rend l'objet compliqué à étudier, à analyser et probablement à réglementer. Alors, maintenant, on aimerait nous s'intéresser à l'économie sociale et solidaire sur l'agglomération de Poitiers. Comment elle est représentée autour de Poitiers. Et finalement, on a parlé d'un portrait de territoire sur la région de Poitiers réalisé par la CRES. Angèle, tu peux peut-être nous en dire un peu plus à ce sujet ? Donc oui, en fait, la CRES Poitou-Charentes, en partenariat avec certains services de Grand Poitiers, a réalisé en 2013 un portrait de territoire, donc dédié à l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Grand Poitiers. Et donc il s'agissait de proposer un regard quantitatif et qualitatif sur les réalités de l'ESS sur le territoire, de dresser un panorama un peu des acteurs en présence, d'apporter des éléments de définition, ce genre de choses. Et donc, grâce à ce portrait de territoire, on est aujourd'hui capable de dire que l'économie sociale et solidaire représente au niveau du Poitou-Charentes 13% des emplois, alors que la moyenne nationale, elle, est de 10,3%, donc fortement représentée en région. Et il faut savoir que sur Grand Poitiers, un établissement sur 6 appartient à l'économie sociale et solidaire. Pour donner un peu d'autres chiffres, 84% des établissements de l'ESS sont des associations sur notre territoire. Et plus de 10% des salariés font partie de l'ESS. Et on note une forte représentation des femmes dans ce modèle économique. Et elles représentent 64% des salariés, et principalement en tant qu'employés et professions intermédiaires. Concernant les principaux secteurs d'activité, on note une forte représentation de l'action sociale et des activités financières et d'assurance, puis l'enseignement, les arts et spectacles, le sport et loisirs, ce genre de choses. Et donc, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce portrait de territoire, sachez qu'il est consultable et téléchargeable sur le site de la CRES Poitou-Charentes. Et d'ailleurs, tu en as quelques-uns à ta disposition, donc si ça intéresse quelques-uns d'entre vous, n'hésitez pas à venir voir Angèle après, elle pourra vous en distribuer. Et donc, vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Monsieur Leclerc, mais pourquoi finalement faire ce choix de l'économie sociale et solidaire plutôt qu'une autre entreprise ? C'est une excellente question. Non, alors moi je peux répondre personnellement, mais après c'est pas une vérité absolue. Moi c'est plutôt ça allait plutôt dans le sens d'une construction politique que je m'étais faite en tant que, je sais pas, adolescent, jeune homme ou plus vieux, où j'avais la volonté de travailler avec une certaine utilité sociale, enfin que mon travail ne serve pas forcément à générer de l'argent pour générer de l'argent ou des choses comme ça, mais y donner un sens et du sens à la société si possible, ou pourvoir à des services ou à des besoins qui ne sont pas spécialement pourvus. Donc voilà, mais ça me concernait moi et ma propre conscience, grosso modo. J'ai eu une petite crise de conscience, parce que j'ai fait GEA. Donc GEA, c'est j'imagine qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui sortent de GEA. Et en sortant de GEA,
En fait, j'envisageais avant de faire une école de commerce après GEA, ou peut-être l'IAE ou des choses comme ça. Mais j'ai arrêté parce que c'était des enseignements qui me correspondaient pas forcément à l'époque. Je les voyais. En fait, je les prenais pas comme des champs de compétences que j'allais pouvoir développer derrière. Je voyais un petit apprentissage du bon petit capitaliste, etc. Enfin, c'était une période où voilà, j'avais 20 ans aussi. J'en suis revenu. J'ai mis de l'eau dans mon vin. Et du coup, plus tard, après, en reprise d'études, parce que j'ai bossé entre-temps, je me suis intéressé à ce domaine-là et j'ai fait une formation, une licence pro de management des organisations du tiers secteur et l'économie solidaire, voilà, qui est à Châteauroux. Et parce que tout simplement, je voulais avoir une utilité à travers mon travail pour la société. Alors après, c'est pas forcément toujours le cas quotidiennement, mais bon, voilà, ça c'est mon parcours à moi, mais après chacun est unique. Heureusement. Et dans cette mesure, est-ce qu'on peut considérer que l'économie sociale et solidaire est une alternative pure et simple au capitalisme, selon vous? Selon moi? Ouais. Oui, puisque vous... Selon moi, non. Ben non, on est dans une société capitaliste, hein, clairement. Malgré tout, l'économie sociale en Poitou-Charentes, c'est 13% des emplois. Enfin, ça va de pair. À part un secteur d'activité très restreint dans le cadre de l'économie sociale, qui est tout le secteur caritatif ou les choses comme ça qu'on peut présenté comme du pansement entre guillemets des dégâts de l'économie libérale ou je ne sais quoi, mais comme disait Monsieur Mottet ou Angèle, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui travaillent et qui agissent dans le cadre de l'économie libérale, tout ce qui est crédit agricole, crédit mutuel, crédit coopératif, toutes les massifs, Maïf, moi je les cite parce que c'est pas très grave, travaillent en plein dedans, quoi, des deux pieds dedans, et après elles ont un fonctionnement démocratique encore un peu plus développé, je veux dire, voilà. Pour rebondir là-dessus, je crois qu'au départ, dans certains cas, par exemple les sociétés mutuelles ou les banques coopératives au départ se sont peut-être construits sur l'idée qu'elles pouvaient être une alternative au capitalisme, parce qu'on était dans un contexte très militant, donc il y avait peut-être cette volonté justement de représenter une alternative. Mais de plus en plus, à mon avis, c'est plutôt un aiguillon du capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme d'ailleurs, là aussi c'est très vague, le capitalisme, il y a des formes de capitalisme très différentes. Vous regardez dans le monde, entre ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, on voit bien que c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc le problème, c'est que elles sont un peu victimes de leur succès. C'est-à-dire ces sociétés dans l'économie sociale et solidaire, quand elles réussissent, le problème, c'est comment est-ce que je peux continuer à maintenir le modèle que j'ai développé avec des valeurs, avec par exemple la gouvernance avec un homme, une voix. C'est un bon principe, mais c'est très compliqué à faire quand vous avez 9,5 millions de sociétaires. Comment vous faites pour traduire ça concrètement? La première Assemblée Générale, ils étaient 300 il y a 70 ans, et maintenant ils sont effectivement 9 millions. Comment on fait? Donc ça pose des vraies questions sur la gouvernance. Et donc je pense que l'idée, c'est d'essayer de concilier à la fois la réussite économique, parce que pour survivre, il faut quand même si on distribue pas de dividendes, il faut au moins dégager un profit minimal pour survivre, simplement pour ça. Mais à côté, on essaye de quand même être fidèle à ces anciennes valeurs. Et on voit que des fois, certaines sociétés mutualistes ont peut-être un peu oublié leurs valeurs, quoi. Le problème, c'est qu'elles ont tellement réussi qu'après, le risque, il est là, quoi. Et je pense qu'elles peuvent constituer une alternative, c'est-à-dire proposer des choses différentes. On parlait du financement éthique tout à l'heure. C'est quelque chose que, d'abord, les banques coopératives ou les sociétés d'assurance mutualistes ont proposé. Et puis maintenant, comme par hasard, tout le monde se met à le proposer. Mais alors après, il faut se poser la question, est-ce que ça devient juste un argument marketing? Vous voyez, moi je suis mutualiste, etc. Là aussi, c'est un peu comme le greenwashing, quoi. Tout le monde est écolo, tout le monde est mutualiste. Il faut faire attention, il faut être prudent là-dessus. Merci. Et une autre question que j'avais envie de vous poser à tous les trois, c'est qu'aujourd'hui, donc on est dans une société en crise et on ressent quand même un retour justement à l'humain avec beaucoup d'entraide et de sites internet par exemple qui se créent autour d'échanges de services pour de la garde d'enfants ou du bricolage par exemple. Est-ce que l'économie sociale et solidaire finalement elle ne ressort pas aussi quand la société est en crise, et est-ce que ça peut-être elle s'apparenterait à l'avenir d'une société? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je pense que c'est vrai qu'en période de crise les attentes se modifient.
Vraiment, là, on le voit bien depuis 5-6 ans avec la crise financière. On voit bien que probablement les attentes des consommateurs, entre guillemets, sont probablement un peu différentes. Et peut-être ça peut être une chance pour l'économie sociale et solidaire. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, à mon avis, il ne faut pas opposer l'économie sociale et solidaire à l'économie tout court. L'économie sociale et solidaire, c'est une composante importante de l'économie, c'est quelque chose qu'il faut essayer de développer, et c'est quelque chose qui se développe, crise ou pas. Il n'y a pas eu 70 ans de crise, et pourtant, on voit bien que l'économie sociale s'est beaucoup développée. Donc je ne crois pas qu'il faut rentrer dans une vision manichéenne. Au contraire, il faut se dire, très bien, il y a une demande, et l'économie sociale peut répondre à ça, elle peut apporter des réponses un tout petit peu différentes. C'est pas une question d'être meilleur ou moins bien, mais simplement des réponses un peu différentes, et elle peut justement aiguillonner un peu, proposer des choses un peu nouvelles. Et je crois que c'est ça un peu le rôle aussi de l'économie sociale. Moi, je vais compléter, parce qu'en fait, effectivement, on voit beaucoup de sites d'échange de services ou qui fleurissent sur Internet essentiellement. Et en l'occurrence, c'est pas forcément des sociétés de l'économie sociale qu'il y a derrière. Enfin, je pense à covoiturage.com ou des sites comme ça. C'est pas du tout des sociétés ou coopératives ou mutualistes. Bon, alors après, peut-être qu'on a eu l'erreur de pas y aller avant ou des choses comme ça. Mais bon, c'est pas. Enfin. Parce que ce qui définit l'économie sociale aujourd'hui, et la loi va le faire un petit peu évoluer, c'est quand même la structuration juridique de la société, quoi. Si on est en société de personnes, on est dans le champ de l'économie sociale. Si on est en société de capitaux, et encore, enfin, avec hors principe, une personne égale une voix, là, on rentre après dans le champ de la société, enfin, je sais pas, les classiques libérales, quoi. Mais et ça, la loi le fait évoluer, parce que du coup, maintenant, ça va être plutôt une recherche d'utilité sociale de l'activité. Donc, on pourra être une SA classique, mais type covoiturage.com, si on considère qu'ils ont une utilité sociale forte, ils pourront entrer dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Mais je suis pas sûr que ça soit forcément une réponse évidente ou que voilà, ça soit lié à l'émergence de sites d'échange de services ou de choses comme ça, quoi. Enfin, voilà. Très bien, je vous remercie. Et donc nous allons vous proposer la deuxième petite pause musicale avant d'entamer la troisième partie qui sera consacrée à vos questions dans le public. Donc préparez-vous. Et il y en a déjà. Et voilà, on entame notre troisième partie d'émission, donc consacrée à vos questions. Nos trois intervenants sont à vous, ils vous écoutent et vont essayer de vous répondre le plus pertinemment possible. Bonsoir. Du coup, j'aurais une petite question qui s'adresse aux trois intervenants, puisqu'on a parlé en fait qu'il n'y avait pas forcément de vérité absolue, puisque de s'engager dans l'économie sociale et solidaire, c'était des volontés, comme vous, Monsieur Leclerc, plus personnelles, que vous ne voulez pas forcément générer de l'argent pour générer de l'argent. Mais est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas croire que certaines entreprises s'engagent justement dans cette économie sociale et solidaire, un peu comme le greenwashing, juste pour un argument en fait marketing? Comment on peut aujourd'hui vraiment différencier, puisque c'est ce qui s'est passé notamment avec le greenwashing, sur ces entreprises qui peut-être abusent un petit peu de cet argument à des fins marketing et donc commerciales? Merci Alice pour ta question. Je sais pas, je réponds. Je sais pas franchement quoi répondre, mais effectivement, j'imagine qu'il y en a très certainement. Je sais pas si c'est un argument, ceci dit, marketing ou commercial. Enfin, je sais pas si c'est très entendu quand on entend assureur militant, les choses comme ça. Enfin, les grosses mutuelles, c'est pas forcément.
quelque chose que les gens comprennent, le fait que ce soit des mutuelles et leur fonctionnement, et il y en a plein qui sont mutuelles du Mans, qui n'est pas une mutuelle d'ailleurs en l'occurrence malgré son nom. Et il y en a plein qui sont dans des mutuelles et qui votent jamais. Moi, le premier, pour mes élus. Alors c'est un tort de ma part, mais théoriquement, on élit nos élus qui après déterminent aussi les orientations de la mutuelle. Je sais qu'il y en a qui communiquent dessus parce que en plus c'est leur fonctionnement. D'autres ne communiquent pas, mais après je suis pas certain que ce soit un argument toujours très entendu et très fort, et que moins que le greenwashing à mon avis. Ben, voilà. Alors, dans le domaine que je connais, qui est le domaine financier, pour le coup, j'ai le sentiment qu'au contraire, depuis 5-6 ans, je ne sais pas si vous regardez c'est vous les communicants, mais vous regardez les campagnes de pub de certaines grandes banques mutualistes ou de certains grands assureurs mutualistes, ils ont insisté à fond là-dessus. Justement, alors là, pour le coup, je pense que c'était une stratégie marketing pure, c'est-à-dire il faut se différencier, on va se différencier. Comme on peut pas se différencier sur le produit, parce que une assurance voiture, c'est une assurance voiture, on va se différencier sur nos valeurs. Et là, pour le coup, je trouve que dans le secteur financier en tout cas, beaucoup d'entreprises ont utilisé ça. La vraie question, c'est de savoir celles qui l'utilisent uniquement comme argument marketing, et puis en fait derrière il n'y a rien, et celles qui ont vraiment des valeurs qu'elles défendent depuis X années, et qui disent justement nous on a toujours fait comme ça, et voilà. Alors dans le domaine de l'écologie, il y a des sortes de labels. Et je crois pas que pour l'instant, je sais pas, est-ce qu'on pourrait certifier, dire voilà, ça c'est une autre. Mais c'est compliqué de certifier parce que, comme l'a rappelé Nicolas, le problème c'est que on peut pas regarder le statut juridique parce que vous allez avoir c'est ce que vous faites qui compte, c'est pas la manière dont vous êtes organisé. Donc qui peut s'instaurer en juge et dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis en plus, une partie des consommateurs peut-être n'en ont rien à faire et vont là où c'est le moins cher. Donc faudrait aller voir là. Merci. Une autre question peut-être? Bonsoir, c'est peut-être plus une question, je ne sais pas si c'est une question pour Angèle ou pour Stéphane Mottet. Où en est-ce que la région Poitou-Charentes dans son action dans ce domaine-là est plutôt une région qui s'efforce d'être pilote sur ce sujet, ou est-ce qu'il y a des régions qui sont identifiées en France comme particulièrement offensives pour développer ce type d'économie? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée au niveau national comment ça se présente, si vous avez des lumières sur ce sujet-là? Angèle peut-être? Historiquement, on sait que l'économie sociale et solidaire est fortement implantée dans toutes les régions se situant dans l'ouest de la France, en fait. Donc, automatiquement, les régions et les collectivités mettront peut-être plus en œuvre certaines politiques publiques pour favoriser l'émergence de l'économie sociale et solidaire. Sur Grand Poitiers, il y a des services au sein de la communauté d'agglomération dédiés à cette économie sociale et solidaire à travers des services tels que le service solidarité, cohésion sociale, ce genre de choses. Après, je n'ai pas trop de vision sur les autres départements de France. Alors, sur la région Poitou-Charentes, c'est vrai que la région Poitou-Charentes, elle est particulière parce qu'il y a Niort. Et Niort, ça a créé une espèce de pôle d'attraction, c'est-à-dire que la première mutuelle à s'être créée, c'était la Maïf. Et eux, ils ont été assez astucieux, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire émerger d'autres mutuelles autour. C'est-à-dire qu'il y a un pôle. Niort, si vous regardez en termes de poids financier, de flux financier pur, Niort, c'est la deuxième ville de France derrière Paris. Donc ils ont réussi un exploit absolument invraisemblable. Donc ce qui fait que la région Poitou-Charentes, elle n'est pas représentée, puisque vous avez au milieu cette espèce de... avec quand même 3 compagnies d'assurance dans le top 10, ça fait quand même beaucoup. Donc c'est vrai que c'est... Pour le coup, les institutions comme la région n'ont pas grand-chose à faire, parce que de lui-même, le modèle a émergé et puis est assez dynamique. Il reste très performant. Le modèle des mutuelles niortaises, il reste encore extrêmement performant. Donc voilà, après, la question, je ne sais pas pour le coup, est-ce que la région Poitou-Charentes, en tant qu'institution politique, a des procédures spécifiques d'accompagnement pour le développement, etc. C'est quelque chose que je maîtrise moins. En l'occurrence, on n'est pas forcément la région non plus la plus dynamique de France. Enfin, on n'a pas de grosses agglomérations. On est une région plutôt rurale. Enfin, il n'y a pas forcément une énorme dynamique pour accompagner ce type de choses. Aussi peut-être avec des budgets moindres. Je sais que dans le Nord, pour répondre en l'occurrence, je sais que dans le Nord est un gros laboratoire déjà social et ils accompagnent beaucoup les acteurs de l'économie sociale. Ils ont créé un réseau qui s'appelle le RTES, réseau des territoires de l'économie sociale, et dont l'adresse est à la mairie de Lille, je crois. Enfin, donc, il y a des territoires forts, la Bretagne aussi, parce qu'il y a beaucoup de coopératives agricoles déjà, mais autres aussi. Voilà. Après, effectivement, Poitou-Charentes, parce qu'on a Niort, la capitale des mutuelles. Donc, Je vous remercie tous les trois. Une autre question de Monsieur Coucy.
Oui, dans la suite de la précédente question, n'y a-t-il pas surtout un risque d'instrumentalisation politique de l'économie sociale et solidaire pour créer de nouveaux modes économiques? J'en veux pour preuve les différentes politiques régionales qui ont été menées pour encourager les entreprises en difficulté à être prises sous la forme d'entreprises coopératives, souvent donc de l'économie sociale et solidaire, dans un contexte économique difficile et donc avec pour conséquence d'avoir des difficultés à pouvoir assurer une pérennisation de l'entreprise. Et donc est-ce qu'il n'y a pas un risque là, en voulant développer l'économie sociale et solidaire par instrumentalisation politique, à voir se créer des vrais problèmes économiques futurs? Je ne suis pas déçu par la question, Monsieur Coucy. Juste quelques mots. C'est vrai que peut-être ce risque existe parce que il faut pas, encore une fois, il ne faut pas présenter l'économie sociale comme la panacée. C'est-à-dire que choisir un statut, choisir un objet autour de l'économie sociale, ça ne va pas rendre les choses plus faciles. En général, ça va les rendre plutôt plus compliquées parce que vous imposez des contraintes supplémentaires en matière de gouvernance, en matière de plein de choses. Donc il ne faut pas non plus dire voilà, ça c'est la solution à tout. D'accord ? Il ne faut pas être moins performant. Il faut être souvent plus performant. Dans le secteur que je connais bien, qui est celui des mutuelles, elles étaient plutôt meilleures parce qu'elles avaient des contraintes qui étaient assez violentes et il fallait qu'elles fassent face à ça, quoi. Vous êtes quand même dans un secteur concurrentiel. Je veux dire, vous êtes une entreprise sociale, vous faites des pneus ou vous faites des contrats d'assurance, vous êtes dans un secteur concurrentiel. Donc il n'y aura pas de pitié. Donc effectivement, il faut bien comprendre ça, que ce statut-là ne protège pas. C'est pas quelque chose qui voilà, d'un seul coup va régler tous les problèmes. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une solution parmi d'autres, évidemment. Mais c'est pas la solution avec un grand L, probablement. Bon, c'est un modèle qui a marché dans le temps, enfin qui a marché. Il y a un exemple phare là-dessus, c'est FIP, non? C'est FIP ou les montres là, ça vous dit rien ça? Personne? LIP, où l'entreprise elle avait été reprise, mais bon, ça fait un moment de ça, hein, c'était pas hier. Par les salariés et puis du coup ils ont fait aussi, enfin ils ont fait des petits cartons derrière, ça s'est bien développé. C'est vrai qu'on a l'exemple de Liège, je crois, en Poitou-Charentes, qui était incité à reprendre la boîte en système coopératif. C'est vrai qu'avec le fonctionnement coopératif, ils auront du mal à délocaliser l'activité en Turquie. Bon, enfin j'imagine mal se dire tous on va déménager en Indonésie demain, on se paiera 4 fois moins cher et on aura un niveau de vie à peu près identique. Donc ça a cet avantage-là d'essayer de préserver, je pense, l'emploi sur le bassin sur lequel il est. On dit souvent que l'économie sociale est une économie non délocalisable. Après, effectivement, il faut être en capacité de pouvoir répondre aux besoins financiers de la structure, de pouvoir investir, de pouvoir innover. Enfin voilà quoi, ça n'empêche pas que toutes les contraintes économiques classiques d'une boîte. Alors après, les mettre en danger, je sais pas. Si la voiture électronique, c'est vraiment la voiture de demain, peut-être qu'ils auront 2-3 années difficiles, mais demain ou après-demain, ils vont recruter à tour de bras, je sais pas. Juste pour compléter, pour rebondir, ce qui est intéressant quand on étudie l'économie sociale, c'est qu'il y a cette logique de territoire derrière. On dit les mutuelles niortaises, par exemple. Vous parlez de la BNP, vous dites pas la banque parisienne. Et donc il y a une logique de territoire liée à l'économie sociale, qui est plutôt une force d'ailleurs. C'est cet attachement au territoire qui souvent, historiquement, la création s'est faite en lien avec un territoire. Donc peut-être aussi, ça c'est probablement une force de l'économie sociale, c'est d'avoir un attachement fort à un territoire. Et après, évidemment, il ne faut pas non plus galvauder ça, mais je crois que ça peut être une force dans les temps actuels, en tout cas. Nous vous remercions pour ces réponses. Et voilà, Micro-ondes, c'est déjà fini. Nous tenons bien sûr à remercier nos 3 intervenants d'être venus pour parler avec nous de ce sujet, l'économie sociale et solidaire. Et bien sûr, vous remercier, vous qui êtes venus si nombreux ce soir à nous écouter. Et donc pour vous qui êtes présents, nous vous invitons à poursuivre la discussion dans la cafétéria de l'IAE. Et bien sûr, pour nos auditeurs qui nous écoutaient, n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook. Et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour une émission spéciale Journée Portes Ouvertes. En attendant, soyez toujours plus gourmands d'informations. C'était Micro-ondes. À bientôt.